Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup d'être là. On a la chance de recevoir Patrick de Bellefeuille de Météo Média. Donc, je vais vous présenter tout de suite c'est tout ce qu'il a accompli à date et quand même, c'est assez impressionnant. Donc, après une courte carrière de comédien, Patrick de Bellefeuille joint les rangs de Météo Média peu avant l'entrée en ondes de cette chaîne spécialisée en 88. Déjà passionné de communication, il développe rapidement un grand intérêt pour la météo et les changements climatiques. Lors d'une compétition de présentateurs météo à Paris en 1996, il fait la rencontre d'un groupe de scientifiques et de présentateurs météo des quatre coins du monde qui se vouent à la divulgation d'informations sur les changements climatiques auprès du grand public. Il décide alors de joindre sa voix à cette cause et en 2017, il fonde avec 25 autres présentateurs internationaux Climate Without Border, un organisme qui encourage les présentateurs du monde entier à intégrer les changements climatiques dans leur bulletin quotidien. Depuis plus de 30 ans, Patrick participe chaque année à des conférences internationales sur les changements climatiques, soit comme participant, soit comme conférencier. Il a aussi plusieurs semaines en 2 ans. Attends un petit peu. Il a aussi passé plusieurs semaines en 2 ans à bord du bateau l'Amundsen, brise-glace canadien qui étudie l'impact des changements climatiques sur l'Arctique. Écoute, un gros merci d'être là. Puis je pense que votre impact au niveau des changements climatiques, au niveau des commentateurs météo fonctionne parce qu'on entend beaucoup, on entend de plus en plus parler. Donc, merci beaucoup d'être là et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Éric, c'est gentil. Tu reviens si je suis perdu dans mes trucs, hein, parce que... Je vais t'aider, hein, je reste là. Écoutez, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'offre d'Éric de venir vous parler. Parce que oui, évidemment, les changements climatiques, c'est quelque chose qui me touche beaucoup depuis des années. Mais il y a des événements dans ma vie qui ont fait que tout d'un coup, j'ai commencé à comprendre un petit peu plus non seulement tout le processus des changements climatiques, mais ce qui se passe dans la tête des gens quand on parle de changement climatique. La première image que je vous montre, elle est vraiment très, très simple. C'est juste pour remettre les pendules à l'heure un peu plus. Ce que vous voyez en ce moment, c'est évidemment notre bonne vieille Terre et les zones ombragées de couleur représentent les climats. Ces climats-là sont comme ça depuis des centaines, des milliers d'années par endroits. Et c'est important parce qu'il y a un équilibre sur Terre qui fait que tout ça ne change pas ou change très lentement. Le problème des changements climatiques, c'est justement qu'on va se retrouver avec une situation qui change trop vite. Mais je vais juste vous donner un petit exemple pour vous expliquer à quel point tout est interrelié sur Terre. Quelque chose qui se passe quelque part, qui semble complètement bénin, a en fait un effet bien ailleurs. Je ne veux pas me lancer dans l'effet papillon, mais vous voyez à peu près par où je m'en vais. Saviez-vous que dans le Sahara, chaque fois qu'il y a une tempête de sable dans le Sahara, il y a des vents qui soulèvent le sable. Mais le sable du Sahara, ce n'est pas que du sable. Il y a dedans de la poussière, de fines particules. Celle-ci étant très, très légère, elles vont être soulevées par les vents dominants et elles vont se retrouver en très, très haute atmosphère. À ce moment-là, et j'espère que vous pouvez voir ma souris, ils vont partir du Sahara, se retrouver dans les vents dominants qui poussent tout près de l'équateur, entre le tropique et l'équateur, dans cette direction-ci. Et si vous remarquez, ici, on va retrouver l'Amazonie, qui est un endroit qui est carrément l'antipode du Sahara. Dans cet endroit-là, au contraire, on parle d'humidité, on parle de luxuriance, de forêt, de végétation, ce qui est carrément le contraire du Sahara. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'atmosphère sur la Terre, partout, il y a de la vapeur d'eau. C'est cette vapeur d'eau-là, pour pouvoir réussir à passer de gazeux, vapeur, à liquide, pluie, elle doit se coller sur une saleté, une poussière, un morceau de pollution, un petit quelque chose qui devient à ce moment-là ce qu'on appelle son noyau de condensation. Ben oui, toutes les petites poussières qui partent du Sahara, transportées par les vents, se ramassent de ce côté-ci et servent de noyau de condensation à favoriser la pluie qu'on connaît du côté de l'Amazonie. Alors, vous voyez, quelque chose qui se passe complètement ailleurs a un effet à un autre endroit du monde. Puis ça, c'est important de le souligner. Je pense que quand on comprend comment tout est interrelié, comment tout est pris ensemble, on commence à avoir une bonne idée de comment fonctionne notre planète. Évidemment, moi, je vais vous parler de communication, de changement climatique. Je voulais juste amener nous rafraîchir un petit peu la mémoire avant de passer au vif du sujet. Parce que c'est important de comprendre ce dérèglement climatique-là. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais la Terre, c'est normal, ce n'est pas un problème climatique, ce n'est pas un problème de météo, c'est pas tout ça, c'est les cycles du Soleil.
Ce qui a déjà été vrai, c'est sûr, qu'on a des données atmosphériques qui datent de très, très longtemps, qui suivent un peu ça. Sauf qu'en ce moment, au moment où on vit en ce moment, on est dans un déclin solaire. Ça veut dire qu'on est dans le bas de la courbe. Le Soleil est moins actif qu'il serait normalement. Et pourtant, depuis les 5 dernières années, c'est les 5 années les plus chaudes sur la Terre. Depuis les 20 dernières années, on a 18 années les plus chaudes sur Terre. Alors, ça donne une idée que le déclin du Soleil, c'est pas tout à fait parti dans ce sens-là. C'est bien important de comprendre ça, parce que la réorganisation du climat ne veut pas dire qu'il va y avoir plus de vie sur Terre. Elle va nécessairement être différente. On a adapté nos vies avec un climat X. Le nôtre, il est continental tempéré. Les Inuits ont adapté leur vie avec un climat qui est complètement différent, arctique polaire, mais on a adapté nos vies avec un climat qui est le nôtre. Quand on va changer de climat, il va falloir s'adapter et c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire, c'est-à-dire de stopper cet élan-là pour pouvoir justement avoir, un, le temps de s'adapter, puis deux, justement, que ça ne coûte pas trop d'espèces, ou que ça ne nous coûte pas trop à nous. Vous savez, quand j'essaie d'illustrer les changements climatiques, j'utilise souvent un exemple qui, je crois, assez simple. Imaginez que normalement, on reçoit 100 mm de pluie pendant le mois de juillet à Montréal. Ce n'est pas les chiffres, là. C'est juste imaginer. 100 mm de pluie, un mois de juillet à Montréal en moyenne. Ça veut dire qu'à peu près tous les 3 jours, il va tomber 10 mm. Ça, c'est parfait. C'est 10 mm qui tombent, la Terre absorbe ça et la végétation poursuit sa vie. Nous, on a 2 jours de soleil, puis un petit peu de pluie pour la Terre, puis 2 jours de soleil pour nous, puis etc. Si pendant ce même mois de juillet-là, on subit une sécheresse, c'est-à-dire que pendant 30 jours, il ne tombe pas une goutte de pluie, mais que le 31e jour du mois de juillet, avec des orages, il tombe 100 mm de pluie. On va avoir sur nos statistiques, ben oui, le mois de juillet, il est normal, il est tombé 100 mm de pluie, sauf qu'on sera à ce moment-là passé de sécheresse à inondation. C'est ça, les changements climatiques. Et ce que nous disent les grandes agences et surtout les scientifiques, c'est qu'il y a un impact. Il y a un impact sur nous. Celui-ci semble bien loin de nous au Canada et au Québec parce que de l'eau, on en a, mais il faut y faire attention, évidemment. Mais imaginez que sur la planète, si la température mondiale monte de 2 degrés, il y a 3 milliards d'habitants qui vont avoir un accès à l'eau restreint. Ce que je veux dire par là, c'est pas plus d'eau. Vous savez, tous ces gens-là qui doivent faire 3 km, 4 km pour aller aujourd'hui ramasser mon 10 gallons d'eau puis le ramener, ce qui fait que dans plusieurs pays, il y a plusieurs couches de société qui ne réussissent pas à s'en sortir parce que ces gens-là sont trop occupés à essayer de se trouver de l'eau et à revenir pour subsister. Bien, les études prouvent qu'une hausse de 2 degrés, c'est 3 milliards, presque la moitié de la population de la planète qui n'a plus un accès direct à l'eau. Ça, c'est important parce que 2 degrés, là, c'est les accords de Paris. Je vous rappellerai que les accords de Paris sur le climat, c'est on ne veut pas, absolument pas, que la planète se réchauffe de plus de 2 degrés et on va tout faire pour rester à 1,5 degré. C'est ça, les accords de Paris. Puis gardez tout le temps en tête que peu importe de combien la planète se réchauffe, aux latitudes du Canada, du Québec et du Grand Nord, c'est 2 fois ça. Si la planète se réchauffe en moyenne de 2 degrés, chez nous, ça va être 4. Et ça va changer bien des choses. Et surtout, remarquez sur cette carte-ci, j'ai pris bien soin d'essayer d'enlever le plus possible. J'ai marqué ça réchauffement global inégal. Vous savez que sur Terre, dans l'hémisphère nord, il y a plus de terre que d'eau. Et dans l'hémisphère sud, il y a plus d'eau que de terre. Et c'est ce qui fait que le réchauffement se fait de façon inégale. Pourquoi? Parce que l'eau se réchauffe beaucoup plus lentement ou varie en température beaucoup plus lentement que l'air. Je donne un exemple. Vous mettez sur votre ronde poêle 2 casseroles, une pleine d'eau, l'autre pleine d'air. Ou si vous voulez, vide. En fait, elle est pleine d'air. Vous mettez le feu au maximum, vous attendez 5 minutes. Vous mettez vos mains dedans, dans laquelle vous allez vous brûler. Pas dans l'eau, elle n'aura pas eu le temps de se réchauffer. Mais dans l'air, ça va faire mal. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Si vous laissez, une fois que l'eau a bouilli, tout se refroidir, vous comptez 20 minutes. Dans celle qui a de l'air, vous n'allez pas vous faire mal, puis dans l'autre, elle est encore chaude. Donc, l'eau varie lentement en température. Et c'est pour ça que si vous regardez l'hémisphère sud qui contient beaucoup plus d'eau, le réchauffement que les statistiques nous ont dit depuis des années, ça se réchauffe, mais ça semble se réchauffer plus au nord parce qu'on croyait que c'était là qu'il y avait le plus d'industrie qui émettait le plus de gaz à effet de serre. En fait, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'il y a plus d'eau dans le sud qui temporise un peu cet événement-là, en fait, temporise un peu ce réchauffement-là en faisant que l'eau ne pouvant pas partir en fou, ça calme un peu le réchauffement climatique. Sauf qu'il ne faut pas oublier non plus ce que je vous ai raconté avec les casseroles dans l'autre sens. Une fois que l'océan va être chaud, une fois que l'océan va s'être réchauffé de 4-5 degrés, bien nous, même si on va avoir tout fait, il va falloir qu'on attende pour que lui puisse se refroidir un peu et ça va aller beaucoup plus lentement que si c'était dans l'air. Et
en vous montrant également ça, je pense que c'est important de souligner, parce on le voit quotidiennement, mais pas quotidiennement, mais on le voit annuellement, je devrais dire. Il y a des négociations qui se font sous l'égide de l'ONU pour les changements climatiques. Les accords de Paris en sont un, pardon, et bon, etc. Mais ça, je vais vous expliquer rapidement pourquoi ça achoppe, comment ça se fait que sur la planète au complet, 98% de la branche scientifique planétaire dit oui, il y a réchauffement climatique et oui, c'est l'activité humaine. Comment ça se fait que l'homme ne part pas en courant en disant ta minute, là, si je peux sauver quelque chose, je vais le faire, je vais y aller. Et c'est ça la conférence que je vais vous donner aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans nos têtes qui fait qu'on ne part pas tous en courant en disant oh, 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 il y a une panique, là, ta minute, là, il y a le feu à la maison, il faut aller régler le problème. Et donc, c'est un petit peu ce dont on va parler avec cette conférence, comme je vous le disais. Alors, je vous présente quelques-uns de mes amis. Comme le disait Éric dans la présentation, je connais les présentateurs du monde, enfin, je connais les présentateurs météo d'à peu près 120 pays. Avec ceux que vous voyez là, qui sont 25 présentateurs triés spécialement sur le volet parce qu'ils sont un petit peu... Hein? C'est des fonceurs. Bon, si vous voyez ma souris, moi, je suis juste là. Ça, c'est la Bulgarie. Ici, on a la Zambie. Israël est là. Celui-ci, il est autrichien. Celui-ci, d'Afrique du Sud. Celui-ci, il est du Maghreb. Bon, on s'est mis ensemble, puis on a fondé ceci. Ça s'appelle Climate Without Borders. Vous allez voir où je vais avec ça dans un instant. C'est-à-dire que nous, on a décidé qu'on se mettait sur les épaules le fait que le travail du présentateur météo est essentiel à la communication sur le changement climatique. Pourquoi? Parce que moi, à travers des organismes comme ça, oui, je rencontre des David Suzuki, oui, je rencontre des Nicolas Hulot, oui, je rencontre des Hubert Reeves, mais la population en général n'a pas cette chance-là. Et si nous, les présentateurs météo du monde entier, on prend toute l'information qu'on a dans ces colloques ou un colloque comme ça, et qu'on l'utilise dans la divulgation de notre présentation météo le soir, on essaie de faire avancer un petit peu la cause de la lutte au changement climatique. Donc, Climate Without Borders, c'est ça qu'on a décidé de faire à 25, mais on aide en fait partout sur la planète les présentateurs qui disent ben moi, j'aimerais bien ça intégrer de la communication de changement climatique dans mon bulletin, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, je ne sais pas comment. On aide beaucoup et on aide là-dessus. Quand on a fondé ça en 2017, on s'est retrouvé à un moment donné à Bruxelles, puis on s'est retrouvé à l'Union européenne. Ce que vous voyez là-dessus, cette personne-là, c'est la personne qui va fonder tout le truc. Celle-ci, elle est allemande, celle-ci, elle est vietnamienne, lui, il est autrichien, etc. Moi, j'étais heureusement là. Et à ce moment-là, en arrivant à l'Union européenne, ça nous a donné un grand coup de pouce international parce que là, on s'est mis à être reconnu par l'Union européenne, eux. On s'est mis à être reconnu par, ça s'appelle 40 villes, 40 cities, parce que c'est des villes qui travaillent dans le sens du changement climatique. Parce que ça aussi, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. N'attendons pas nécessairement les gouvernements. Parce que c'est prouvé depuis je ne sais pas combien de décennies que l'activité communautaire, l'activité sociale dans ton quartier, c'est ça qui engendre, qui fait que plus tard, tout le monde se met à mettre l'épaule à la roue. Donc, le travail qu'on fait en microcosme, vous allez voir, est très important. Mais bon, je vous montre cette photo-là parce que je vais arriver à ceci. On a donc été accepté par plusieurs branches des Nations unies comme étant un joueur important de la communication du changement climatique. Ce qui nous a permis à ce moment-là d'utiliser le peu de sous qu'on avait pour avoir des ateliers avec ce monsieur. Per Espen Stokes. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un psychologue. C'est un psychologue qui vient de la Norvège. Moi, j'ai été tellement fasciné par mon contact avec ce monsieur-là que ce que vous allez voir dans la conférence qui suit, c'est un peu en lien avec ce que j'ai acquis en côtoyant ce monsieur-là. C'est un psychologue qui s'est posé la question très, très simple. Comment ça se fait qu'on ne part pas en courant pour s'attaquer au changement climatique et qu'on reste tous un peu à la maison et que bon, il y a des mouvements, mais il n'y a pas de mouvement planétaire quand en fait on nous a dit qu'on va tout perdre, qu'on n'aura plus de santé, qu'on va tous mourir, puis que bon, le climat est complètement déréglé, etc. Moi, c'est ce que personnellement j'appelle le syndrome du fumeur. C'est-à-dire qu'un fumeur va se faire dire par son médecin, chaque fois que son médecin le voit, si tu continues à fumer, je te le dis, là, ça va mal finir, tu vas mourir. Lui, oui, mais je ne sais pas, c'est dur, j'y arrive pas, c'est compliqué, il faudrait que je change complètement comment je vis, etc. C'est un petit peu ça qui est notre problème dans le changement climatique. Et vous allez voir, on va faire des petits détails ensemble. D'abord, je vais vous parler de, contrairement à ce dont on parle,
parce qu'une des raisons pour lesquelles on dit on ne peut pas s'attaquer au changement climatique, ça va coûter trop cher, c'est l'économie. On se dit non, 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 écoutez, touchez pas à ça. Si vous touchez à ça, notre économie va cracher, puis là, on va être pire qu'on était avant. En fait, il faut se rendre compte que déjà, notre économie est attaquée par les changements climatiques, mais ça se fait de façon peut-être un petit peu plus subtile. Je vous donne quelques exemples. Évidemment, les catastrophes naturelles, ça, c'est clair que s'il y a 18 ouragans au lieu de 3, bien, il y a plus de monde qui ont perdu leur maison, il y a plus de côtes qui sont ravagées, il y a plus de gens qui sont morts, il y a plus d'assurances que ça a coûté plus cher. Et n'oublions pas que si ça coûte plus cher aux assurances, c'est dans nos poches que tout ça s'allie. Donc, il y a un problème économique avec les catastrophes naturelles, c'est normal de le penser, parce que c'est tout à fait ça. Il y a un problème économique aussi avec la santé. S'il y a plus de gens, si tout d'un coup, on se met à avoir migré des maladies qu'on n'avait pas avant, qui commencent à arriver chez nous, bien là, évidemment, il y a un coût à ça. Et ce coût-là, qui peut être défrayé par le gouvernement, vient quand même de nos poches à nous. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, qui ne semble pas se passer directement chez nous, mais a un impact sur ma vie. Les infrastructures. J'ai choisi exprès, c'est un petit aéroport dans le Grand Nord. Pourquoi? Parce que ces gens-là, et vous le savez, on en parle souvent, ils sont installés sur du pergélisol. Du sol qui est gelé depuis des milliers d'années, du sol qui est gelé dur comme du béton. Ils n'ont pas besoin de creuser et de faire des fondations, autant pour les maisons que les aéroports, les pistes d'atterrissage, etc. Évidemment, on comprend que si tout ça se met à fondre, la piste d'atterrissage qui gondole n'est plus tellement utile. L'avion ne pourra pas atterrir, il faut la refaire. Un coût encore, un coût payé par le gouvernement, parce que c'est dans les coins les plus reculés nécessairement, mais éventuellement, on s'entend bien que ça reste quand même un coût qui vient de nos poches, de près ou de loin. Cet exemple-ci est assez particulier et j'ai voulu parler de banque parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années et qui m'a un peu chamboulé, bouleversé. Je vous explique, je suis dans une soirée où on est en train de faire une levée de fonds, des sous pour des gens qui sont dans le besoin. Et pour les besoins de la cause, je suis assis à une table avec une personne que je découvre, que je ne connaissais pas, qui est un très, très haut placé d'une des grandes banques canadiennes. Et moi, je lui dis, vous savez, j'ai un problème avec ce système-là, le système dans lequel nous vivons, qui est un système où on demande à chaque entreprise de plus performante les prochains 3 mois, que chaque quart de l'année, tu dois amener meilleur rendement, plus de sous, plus d'argent, plus de profit. Puis là, je lui ai dit, écoutez, vous savez que moi, je crois que toutes les entreprises sur Terre ont un lien direct avec la Terre. Ils tirent leur profit de la Terre. Entendons-nous, pour ce qui est du cultivateur, il tire son profit direct de la Terre. Pour ce qui est du banquier, bien, il passe de l'argent au cultivateur. D'une certaine façon, il tire son argent. Il y a une seule terre pour avoir des ressources. Et on tire tous nos ressources d'une seule terre. Et on veut tous plus, 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 plus. Alors, je dis au banquier, je dis, comment voulez-vous qu'avec une seule terre, moi, je dis, je ne suis pas banquier, les chiffres, ça ne me dit rien, mais moi, ça ne balance pas. À un moment donné, ça ne balance plus. Et je me fais répondre par ce gars-là, mais M. de Belfort, vous avez entièrement raison. D'ailleurs, nous, on sait ça et on a déjà commencé à mettre sur pied des mécanismes qui seront prêts en temps et lieu. Ça m'avait jeté par terre parce que je me disais, waouh, ils savent que ça va planter, ils se préparent, puis ils vont nous laisser planter quand même. Bon, autre chose qui peut nous affecter, c'est nos REER. Ça aussi, j'en parle un petit peu dans mes conférences parce que notre principe de REER, notre principe de retraite, qui pour certains est avec l'entreprise et pour d'autres, comme moi par exemple, ou comme beaucoup de gens, on achète des REER. Est-ce que un jour, M. de Bellefeuille, le niveau des mers va monter tellement qu'à Montréal, on va se trouver inondé? Non. En fait, ce serait vraiment difficile, Montréal étant 113 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais si la mer monte seulement de 6-7 mètres, bien là, on va engloutir New York. Mais nous, tous nos REER sont investis dans des banques. Les banques travaillent avec la bourse. Si New York est inondé, on crache la bourse. On crache la bourse, mes sous, ils disparaissent en partie. Ce qui fait que, oui, quelque chose de changement climatique qui fait lever le niveau des mers se passe là-bas, mais finit quand même à avoir un impact sur ma vie à moi. Et c'est tout ce que je voulais. Vous allez voir, tout est interrelié, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Autre chose. Ça aussi, c'est un coût important. Je vous parle de la ville de Phoenix. La ville de Phoenix, il fait tellement chaud, quand la température dépasse 108 degrés Fahrenheit, l'air, parce que l'air, c'est des molécules qui sont ensemble, mais qui, quand elles sont chaudes, quand l'air est chaud, elles prennent plus d'espace, elles prennent de l'expansion. Quand l'air est froid, les molécules sont collées. Et dans l'aéroport de Phoenix, en 2018, on a dépassé la barre mythique du 108 degrés Fahrenheit, qui fait que l'air a des molécules qui sont tellement distantes qu'il n'y a plus de portance, les avions ne peuvent pas décoller. Mais ça aussi, ça a des impacts sur l'économie.
Vous deviez prendre un vol, vous deviez revenir à la maison, vous étiez parti au travail, vous ne pouvez pas revenir, il faut vous payer un hôtel, il faut que vous alliez manger au restaurant. Tous les gens qui travaillent dans l'aéroport, qui nourrissent les voyageurs, les gens qui travaillent au comptoir de ceci, au comptoir de... Tout d'un coup, parce qu'il fait trop chaud, un truc comme ça fait qu'il y a un impact direct sur l'économie. Les événements, et ça, vous vous en souvenez, c'est le marathon de Montréal qui a été annulé parce qu'il faisait trop chaud. Il y a des commanditaires là-dedans qui ont perdu des sous. C'est normal, là. Mais c'est un autre exemple que quelque chose à cause du climat. On n'avait jamais vu ça, 30 quelques degrés en septembre, et ça a fait qu'on a dû annuler le marathon. J'ai ça là, dans la tête, on n'avait jamais vu ça, 30 degrés en septembre. Je voudrais qu'on comprenne, je vais vous donner un exemple à propos des ouragans pour vous expliquer pourquoi on ne peut pas dire que le 30 degrés de ce marathon-là, c'est à cause des changements climatiques, mais que c'est probablement ça. Si on sait que dans une année moyenne, il y a 12 tempêtes tropicales dans l'océan Atlantique, si cette année, j'en ai 25, on dit ouais, l'eau était trop chaude, c'est à cause des changements climatiques. Oui, c'est vrai que je suis passé de 12 à 25, probablement à cause des changements climatiques. Mais est-ce que c'est le 3e ou le 7e ou le 14e qui ne se serait pas formé si je n'avais pas de problème de changement climatique? Ça, on ne peut pas le dire. Et c'est exactement ça. Donc, cet événement-là, est-ce qu'il n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu la température? Des fois, ça peut arriver qu'en septembre, on ait une folie, là, mais à cause de ça, on est obligé de dire qu'il y a un coût. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est ce que le GIEC, hein, donc l'organisme créé par les Nations Unies pour suivre le climat et suivre l'évolution du climat et surtout, pas juste suivre l'évolution du climat, mais parler au gouvernement, aux décideurs en leur disant, nous, ce qu'on a étudié, c'est ça. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Tu feras bien ce que tu veux. Et donc, ce que vous voyez dans le bas ici, c'est si on ne fait rien, la courbe climatique va se trouver à peu près ici autour du degré et quelques. Si on fait quelque chose, c'est-à-dire fait quelque chose d'important, puis si on ne fait rien, bien, on peut se retrouver dans une fourchette qui va aller à 4-5 degrés de réchauffement. N'oubliez pas, je reviens encore avec ça, 4-5 degrés de réchauffement, c'est 8-10 pour nous au Canada. Ça change quelque chose. Parce que comme je dis toujours, oh, la Terre va se réchauffer de 2 degrés. Oui. 2 degrés, là, dans le désert de Libye, là, entre 48 et 50, là, il fait juste chaud. Mais 2 degrés dans l'Arctique, c'est entre -1 et +1. Ça change toute la vie, ça change tout l'écosystème, ça change tout ce qui se passe de ce côté-là. Alors, pourquoi les gens, qu'est-ce qui se passe dans leur tête qui font qu'on ne se lance pas tous à la course à faire hey, wow, changement climatique, c'est ça qui compte, c'est bien plus important que n'importe quoi d'autre. Si on n'a pas ça, on va mourir. Alors, la première chose, c'est la distance. C'est-à-dire que nous, les gens des médias, on a ce problème-là. On a un petit peu causé le problème. La distance, que je veux dire par là, c'est que quand, aux nouvelles, on vous montre qu'il y a là-dedans, je reviens avec mon autre diapositive, là. Quand je vous montre ça, je vous dis que oui, il y a ça, c'est si on fait quelque chose, puis ça, c'est si on ne fait rien, mais il y a quelque chose juste en bas ici qui est bien fatigant, c'est ce chiffre-là, 2100. Parce que tout le monde dit, oui, mais moi, je ne suis pas là en 2100. Je veux dire, tu me parles de quelque chose qui va arriver tellement loin. Donc, la distance, non seulement en temps, entre ce qu'on prévoit qui va arriver et aujourd'hui, a tendance à laisser les gens un peu frileux et à dire, ben, tu sais, moi, je veux dire, c'est dans 100 ans, on trouvera bien quelque chose d'ici là. L'autre chose, c'est ça aussi. Quand on dit aux gens, regardez bien, tel morceau de la banquise en Antarctique est parti, on n'avait jamais vu une pièce si grosse partir, ou qu'on dit le glacier de l'Utrecht du côté de la Suisse, excusez-moi, a perdu tant de kilomètres depuis 20 ans, etc. Là, ce qu'on crée, c'est un autre problème. C'est que j'essaie de vous inquiéter sur quelque chose qui se passe, qui n'est pas dans votre cours, qui ne fait pas partie de votre quotidien, qui est normal pour vous de vous dire, ben, c'est parce que moi, le glacier de là-bas, ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Donc, la distance, encore une fois, rend la communication difficile avec les gens que tu veux, que tu essaies de faire embarquer dans ton truc, que tu veux qu'ils se mettent à lutter contre les changements climatiques. C'est la même chose avec cet exemple-là. OK, il y a un typhon, on n'avait jamais vu un typhon comme ça en 70 ans sur les côtes de l'Afrique à tel endroit. Ça a ravagé, ça a tout arraché, on a tué tu ne sais pas combien de personnes. C'est le même principe. Mais moi, je ne suis jamais allé dans ce pays-là. Puis moi, ces gens-là, je ne les connais pas. Un petit peu difficile d'être empathique dans cette histoire-là. Donc ça, c'est des trucs que, même quand on en parle dans les médias, la distance fait qu'on se sent moins interpellé par la chose.
Et ça aussi, ça fait partie de la distance. On signe les accords de Paris où on dit, je vous le rappelle, on ne montera pas plus que 2 degrés et on va tout faire pour rester à 1,5. Oui, mais monsieur, madame, tout le monde, il fait, mais moi, là, je sors mon recyclage, puis moi, je fais mon compost. Moi, là, qu'est-ce que ça change? Dans toute cette affaire-là, là, qu'est-ce que je viens comme poids amener là-dedans? Donc, on se crée encore automatiquement dans la tête une distance entre l'intérêt de vouloir y aller et se dire, oui, mais est-ce que ça change quelque chose? Parce qu'il nous manque une donnée. La donnée, c'est on est tous là-dedans ensemble. C'est ça qui reste encore un petit peu à déterminer. Puis surtout, regardez dans les accords de Paris, vous le savez, tous les ans, il y a ce genre de meeting-là, de réunion-là, puis ça achoppe, ça achoppe, ça achoppe, ça achoppe, tout simplement pour une très bonne raison. D'un côté, tu as les pays développés, d'un côté, tu as les pays non développés. Les pays développés disent, hey, tout le monde se serre la ceinture, ou bien nous autres, on n'embarque pas. Et les pays en développement disent, mais c'est parce que nous, on n'a rien fait de ça. Ce n'est pas nous qui avons mis ça dans l'atmosphère. Puis là, vous nous demandez de nous serrer la ceinture quand c'est en fait vous qui êtes responsable de tout ceci. Alors, c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir un consensus international dans la négociation. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui n'en sont pas responsables, qui ne voient pas pourquoi ils iraient faire le ménage, tandis qu'il y en a qui en sont responsables, qui ne voient pas pourquoi ils seraient tout seuls à faire le ménage, vu qu'on parle de tous ensemble, on parle de la planète. Alors, vous voyez à peu près la complexité de ce qui se passe dans la petite boîte à poux ici. Il y a aussi ce qu'on appelle l'apocalypse. Ça, encore une fois, c'est la faute, notre faute à nous, les médias, qui, bon, un petit peu, tu sais, de montrer la planète est complètement en train de fondre, un ours polaire sur un glaçon. C'est tout le temps ce qu'ils appellent en anglais le doomsday, la fin du monde. Et ça, on ne se rend pas compte à quel point qu'en fait, on côtoie ça quotidiennement. Quand vous écoutez les nouvelles à n'importe quel poste, ça ne change pas grand-chose. Il n'y en a jamais de bonnes nouvelles. Excusez-moi l'exemple, TVA est obligé de se fendre la face pour trouver un commanditaire pour envoyer la bonne nouvelle, un tel, pour trouver une bonne nouvelle, pour essayer de nous intéresser à une bonne nouvelle, parce que quand on prend nos téléphones, nos tablettes, quand on regarde les nouvelles, on ne regarde pas les bonnes nouvelles, on regarde tout le temps les mauvaises nouvelles. C'est ça. Alors donc, ce principe-là fait qu'on est rendu immunisé. Là, je t'amène le changement climatique par-dessus ça. Ouais, tu dis, attends une minute, là, la guerre à telle place, le trou dans le coup, tu sais. Fait que là, on se tire dans le pied un petit peu parce que les gens deviennent un peu plus immunisés à ce concept-là, qui est le concept de fin du monde. C'est comme, ben oui, c'est ça, c'est la fin du monde, ils nous la préparent tout le temps, ils nous en parlent tout le temps, puis bon, hein, ça n'arrivera pas. Ils nous ont dit que c'était en 2100 qu'il allait y avoir quelque chose. Voyez-vous comment la difficulté dans la compréhension de la chose. Et ça va jusqu'à un point comme celle-ci. Je ne sais pas, je ne vous vois pas, je ne peux pas vous entendre, mais moi, c'est probablement la manifestation où je me serais le plus marré. Sérieusement, je l'aurais vraiment trouvé drôle. C'est le genre de niaiserie que je ferais. Mais vous comprenez pourquoi, parce que vous me connaissez probablement un petit peu. Alors, l'autre chose, c'est ce qu'on appelle la dissonance. C'est-à-dire que l'autre chose qui fait que le message ne passe pas, c'est que les gens ont une différence entre ce qu'ils ont, par exemple. Tu es allé à l'école, tu as travaillé dur, tu as fait 5 ans d'université, mettons, tu as payé, tu t'es endetté, tu as travaillé dans des petits jobs pour payer ça, puis là, tout d'un coup, tu as une job dans ce que tu cherchais, puis là, ça va bien, puis tu as une promotion, puis tu montes dans la compagnie, puis tout d'un coup, tu arrives à un endroit où est-ce que c'est ça que tu rêvais. C'est cet endroit-là que tu voulais parce que tu as étudié pour ça, etc. Et là, on te dit, non, 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 tu ne peux pas t'acheter ta Porsche Turbo parce que ça pollue, ça ne marche pas. Donc là, les gens sont encore détachés en faisant, oui, mais pourquoi je suis puni? Moi, j'ai travaillé tellement fort, tellement fort, tellement fort. Et c'est ça, vous allez voir, j'en reparlais un petit peu tout à l'heure, mais c'est pour ça que, en fait, un des plus gros défis qu'on a dans la communication du changement climatique et dans la lutte au changement climatique, c'est de trouver une façon de faire qui est plus fun que la façon d'avant, qui fait que tout le monde est plus heureux, plus facile, mieux, fait plus d'argent. Tout le monde va le faire. C'est surtout ça qui est le problème. Et là-dedans aussi, parce que je vous ai mis ça, parce que je voulais un petit peu faire exprès. C'est sûr que le gars qui a le Hummer, ça se peut très bien que lui, il recycle, il composte et tout ça, puis il pense qu'il fait sa part. Ben, c'est correct, il n'a pas été nécessairement bien renseigné. Hein? Il faudrait lui expliquer que... Bon, on passe à autre chose. Le déni. Alors là, je n'ai pas beaucoup d'exemples parce que je pense que le déni, ça parle en soi. C'est un des plus gros problèmes qu'on a eu en changement climatique. Dès qu'on a commencé à en parler, fin des années 90, mais surtout début 2000, il y a plusieurs scientifiques, parce qu'à ce moment-là, aujourd'hui, on a 98% des scientifiques qui disent qu'il y a changement climatique, puis oui, c'est la faute de l'homme. Les 2% qui restent, je ne sais pas d'où ils viennent.
Mais au début, ce n'était pas comme ça. Et donc, le fait que ce n'était pas comme ça alimentait une certaine incrédulité de l'auditoire, tout simplement parce qu'on reste encore pris, et on le voit bien, surtout dans ce qui se passe chez nos voisins du Sud, avec le concept de est-ce qu'on me ment? Est-ce qu'on me dit la vérité? Est-ce que les gens qui parlent, qui disent qu'ils connaissent ça, me disent vraiment la vérité ou je suis en train de me faire monter en bateau? Alors, le déni, ce n'est pas trop difficile à avoir, surtout dès qu'on arrive au truc, vous faites au concept de ça va changer ma vie. Là, les gens sont beaucoup plus réfractaires et emploient à facilement aller vers le déni, c'est-à-dire dire ben c'était pas comme ça avant, c'est le cycle du soleil, la Terre s'est toujours réchauffée puis refroidie depuis la nuit des temps, il y a déjà eu des aires glacées, tout ça. Parce que oui, la Terre s'est toujours réchauffée, refroidie, sauf que chaque fois, c'est un cycle qui prend entre 5 ans, 5000 et 8000 ans. Puis là, on a un cycle qui est parti il y a 200 ans, même pas, et qui fait la même chose. Donc ça, c'est bien la preuve que c'est pas naturel ce qui se passe. Donc le déni, c'en est un. L'autre, c'est l'identité. Pourquoi l'identité? Parce que ça revient un peu à ce que je vous disais quand je parlais de dissonance. L'identité, c'est que, si je donne cet exemple-là de voiture, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont fiers de conduire la voiture de gauche, comme il y a des gens qui sont très fiers de conduire la voiture de droite. On sait très bien laquelle est plus énergivore ou émet plus de gaz à effet de serre, mais on voit que c'est parce qu'on achète et ce qu'on consomme qu'on fait passer notre identité. Et ça va devenir important quand on va vouloir parler de changement climatique et qu'on va surtout vouloir parler aux gens comment est-ce qu'on va changer leur quotidien sans qu'ils aient l'impression que tu leur enlèves les morceaux qui fait que c'est leur identité, ce pourquoi ils ont travaillé. Alors, on va passer au côté positif de l'affaire. Comment on va parler de changement climatique? Par où on va s'en aller? De quoi on va parler? Quel angle on va essayer d'attaquer? L'angle social, hyper important et de plus en plus important. C'est-à-dire que tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ce qui est de communiquer entre nous. Parce que, honnêtement, est-ce que vous avez vu les grandes puissances mondiales s'attaquer au changement climatique? Oui, les Allemands ont essayé un petit peu, les Français, bon, c'est pas si pire, bon, etc. Mais un mouvement où tous les gens au pouvoir dans le monde se lèveraient et disaient là, ça fait, on attaque ça. Non. Mais on a vu beaucoup de. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, on avait été, avec Climate Without Borders, acceptés par 40 Cities, qui est une branche de l'Union européenne, dont c'est des villes qui travaillent pour aider au changement climatique et pour aider à la réduction des émissions. Donc, on se rend compte qu'à petite échelle, entre amis, dans les quartiers, dans votre communauté, ça part plus facilement que de partir tout le pays. Oui, je comprends. Beaucoup de gens préféreraient qu'on parte tout le pays parce que si le gouvernement disait « Hey, là, ça fait, on ne fait plus ça. Oh, on irait quelque part. » Pas tel. Tu sais, je peux vous donner l'exemple de la pandémie. Là. OK, on ne sort pas. Ah, mais il y en a qui sont sortis, pareil. Bon. Il y a un petit peu de désobéissance là-dedans. Donc, on s'est rendu compte qu'en utilisant les réseaux sociaux et surtout, en ayant un ton positif, d'arrêter le fin du monde, d'arrêter un glacier au bout du monde qui est en train de fondre, mais plutôt de montrer aux gens, dans leur quotidien, dans leur communauté, comment ta vie peut être bien plus fun, bien plus facile, bien plus, tu peux faire des sous en faisant quelque chose que tu ne faisais pas avant et non pas fais quelque chose qui t'a arrêté de faire ce que tu faisais avant. C'est, hey, laisse tomber ce que tu faisais avant, regarde, ça, c'est mieux. C'est plus le fun, il y a du monde le fun, on fait des sous, ça fonctionne bien. T'sais. C'est ça qui est un des trucs qui avait l'air de fonctionner le mieux, selon l'étude du monsieur dont je vous rappelle, je vous ai parlé au début, avec qui j'ai eu des ateliers. Ça aussi, c'était vraiment très intéressant. C'est-à-dire, ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils ont essayé de déterminer est-ce qu'on peut demander à tout le monde d'aller en vélo au travail. Et là, vous allez comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Si, mettons, moi, je dis à mon voisin, « Ah, tu vas travailler, mais tu ne travailles pas juste ici à 2 km? » Oui, oui. « Ah, parce que moi, je travaille à 10 km puis je vais en vélo. Toi, à seulement 2 km, ça devrait être facile pour toi. » Là, ce qu'on déclenche dans le processus du thinking de l'humain, c'est que là, la personne se sent pointée du doigt, se sent coupable. Et donc, ce qu'elle va faire naturellement, c'est se mettre à réfléchir. Pourquoi moi, c'est vrai que je ne vais pas en vélo, puis je prends ma voiture, c'est juste 2 km. Ah oui, ah ben, tu sais, le matin, il faut que j'amène les enfants à l'école. Je vais reconduire ma femme au bureau. Je n'aurai pas le temps de revenir ici, de prendre mon vélo puis d'y aller. Donc, ces gens-là se sont en fait fabriqués une histoire qui fait que
ils sont capables de se dire, oui, je crois à tout ceci, oui, je suis contre les changements climatiques, oui, je veux me battre, tout ça, mais moi, c'est pas de ma faute. C'est vrai que c'est pas de leur faute. Tu sais, je veux dire, je critique pas ça, là, mais c'est juste pour vous parler de comment fonctionne le cerveau. Là. Tu sais, on s'est mis dans une situation où on est parti de la personne s'est sentie attaquée et s'en sort en faisant, oui, mais moi, c'est pas de ma faute. Et là, on n'a pas eu un client qui va venir s'attaquer à ça. Ce qu'ils ont voulu faire là, ici, là, quand j'écris non aux protestations, oui à la fête, ça s'est fait à Oslo. C'est-à-dire qu'ils ont prévenu un poste de radio à qui ils ont dit, dans tel quartier, annonce qu'on fait une fête dans un parc à 18h samedi, amenez votre pique-nique. On va avoir des clowns, du monde qui font des animaux avec des ballons, on va avoir des bands, on va avoir de la musique. Amenez votre lunch, amenez votre famille, puis tiens, amenez vos vieux vélos, puis on est des mécaniciens, on travaille pour rien, on va vous les renipper. Puis ils n'ont rien dit d'autre. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, le bouche à oreille dans le parc cette journée-là avait été extraordinaire parce que les gens faisaient « Ouais, mais moi, je vais travailler en vélo, puis pas pourquoi toi, tu ne vas pas travailler en vélo? Moi, je vais travailler en vélo. » Puis c'est l'autre personne qui tranquillement faisait « Mais là, lui, s'il va. Moi aussi, je suis capable de faire ça. Là. Je suis capable de travailler en vélo. » Et là, ils se sont rendus compte que dans ce quartier-là, ça avait quand même fait boule de neige. Autre exemple qu'ils ont fait de la même façon, qui a des panneaux solaires? Qui recharge une voiture? Qui a ça? Alors, de la façon qu'ils ont voulu voir quelle était la réputation des gens dans un quartier qui faisaient ce genre de choses-là, qui montraient ouvertement qu'eux, ils avaient une voiture électrique ou ils avaient des panneaux solaires ou ils faisaient quelque chose pour les changements climatiques, l'énergie. Ils se sont dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un quartier, on va le couper en 4. Et on va demander aux gens du quartier de diminuer leur consommation d'énergie. Là, on va leur dire pourquoi. Dans le premier cas, on va dire, il faut diminuer votre consommation d'énergie parce qu'il faut sauver la planète. Puis vous savez, c'est la bonne chose à faire. Pensez à tout ça. Là. On ne peut pas continuer comme ça. Ça n'a aucun bon sens. Au deuxième quart, ils leur ont dit, vous savez, pensez à vos enfants, pensez à vos petits-enfants. Quelle sorte de planète vous voulez laisser à vos petits-enfants? Voyons donc, diminuer votre énergie, il faut se ramasser un peu. Troisième quart, ils leur ont dit, diminuer son énergie, c'est rentable. Plus d'argent dans tes poches. Puis au quatrième, ils n'ont rien dit. Ils ont distribué dans le quartier le relevé de combien chaque citoyen payait. Puis là, les gens ont commencé à faire comment ça, lui, il paye la moitié du prix de moi en électricité? Ah, il y a un panneau solaire, il y a des petites éoliennes. Et ils se sont rendus compte que, encore une fois dans la ville d'Oslo, que c'était ça qui avait été plus efficace. C'était pas de c'est la bonne chose à faire, pense aux générations futures. C'était simplement quand les gens eux-mêmes commençaient à se comparer avec le voisin, ça leur donnait le goût eux-mêmes de partir et de faire quelque chose. Donc ça, c'est le social. Le simple aussi, c'est que c'est important qu'on offre aux gens des solutions qui sont simples et efficaces. Je vous donne un exemple. Je sais que ce n'est pas applicable partout, c'est probablement pas applicable au Québec. C'est un pays pauvre, c'est un pays en voie de développement, mais ce que vous voyez ici, c'est de l'énergie solaire. Sauf que si vous la regardez comme il faut, c'est un miroir parabolique. Dans le milieu, il passe un tuyau qui est un peu surélevé. Ce tuyau-là comprend de l'eau. Le soleil chauffe l'eau, l'eau fait de la vapeur, au bout, la turbine tourne et on a de l'électricité. Plus simple que ça, tu meurs. Tu sais, c'est même pas photovoltaïque avec les cellules qui doivent se... Tu sais, c'est de l'eau qui bout. Fait que c'est souvent ça aussi qui est un peu notre problème, c'est que dans ce qu'on veut offrir, il faut penser à des solutions qui sont simples parce qu'il faut que ça coûte moins que ce que ça coûte en ce moment. Puis il faut montrer aux gens que c'est tellement simple, que c'est bien plus simple que ce que tu faisais avant. Le support. Alors évidemment, dans la discussion de la communication sur le changement climatique, le support est assez important. Il faut qu'on sente qu'on nous aide, qu'il y a des gens derrière nous qui véhiculent avec nous le message. Dans celui-ci qui est assez particulier, c'est celui qu'on entend le plus souvent. On ne peut pas s'attaquer au changement climatique, on ne peut pas changer notre mode de vie, on ne peut pas passer d'énergie fossile à une énergie verte parce que c'est trop coûteux et ça tuerait l'économie. En 2006, pas hier, en 2006, Nicolas Stern, grand économiste de la Banque mondiale, dit « OK, moi, je vais l'étudier l'affaire. C'est-tu vrai que ça coûte? » Et il se rend compte que ça coûte très cher de lutter contre les changements climatiques, mais que ça coûte plus cher de ne rien faire. Un économiste qui arrive tout simplement à ce résultat-là, à cette conclusion-là, ça semble vraiment, vraiment simple. Et c'est le genre de messages qui sont plus importants à passer. C'est-à-dire que oui, ça va coûter. Oui, il y a quelque chose qui va se passer. Mais à très court terme,
ça va déjà être bien plus rentable et au contraire, ça va avoir finalement coûté moins cher à travers tout ceci. Voici mon exemple. Sandy, ouragan, 2012, bifurque vers New York, rentre au New Jersey, dégâts pour 30 milliards de dollars. Le World Trade Center, ça a coûté 12 fois moins que ça. Et pourtant, de quel événement vous avez le plus entendu parler dans votre vie? Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est assez important. Autre chose dans notre communication au changement climatique, la santé rassemble. C'est vrai que, et on le voit de plus en plus, ça c'est un tournant très positif que le genre humain a pris, et tant mieux, il faut continuer de le faire, qu'on se sent bien, quand on se sent bien, on mange bien, quand on mange bien, on se sent bien, puis c'est le fun, puis tu sais, c'est vert, puis on est bien, puis tu sais, ce genre de discussion-là, ce genre de message-là véhicule beaucoup plus loin que pourquoi tu ne vas pas travailler en vélo, il y a un glacier qui a fondu à telle place, mais beaucoup plus. Ah, depuis que je mange comme ça, bio, puis c'est pas loin, c'est juste le magasin à côté, ils ont ça. Écoute, c'est facile, j'y vais. Tu sais, avant, j'allais faire le marché le dimanche, puis là, il fallait que j'achète pour toute la semaine. Quand j'arrivais au vendredi, les légumes étaient un petit peu flétris. Là, il est juste à côté. En venant de travailler, j'arrête, je me ramasse 2-3 piments, une tourte de carottes, je mange frais, c'est le fun. Et ça, c'est de l'économie locale, c'est de l'économie verte. Puis ça marche quand on le vend comme la santé qui rassemble. Ça aussi, c'est assez extraordinaire, puis ça, j'espère qu'on va avoir ça chez nous. C'est des routes intelligentes. Et ça, de plus en plus, on sait qu'il y a d'ici 2025, 26 villes dans le monde qui vont être des villes intelligentes, c'est-à-dire qui vont être extra branchées sur nos cellulaires, nos tablettes, etc., avec tout plein d'applications qui vont faire qu'on va pouvoir sauver de l'énergie, on va pouvoir sauver du temps, on va pouvoir sauver des moments. Du temps et des moments, c'est la même chose. Moins travailler, moins se faire prendre dans le trafic pour passer plus de temps avec nos enfants à la maison, tout simplement parce que dans les villes intelligentes, les feux de circulation vont être réglés de la bonne façon, parce que les routes que vous voyez ici là, dans le bas, c'est une route très spéciale. Celle-là, elle a été faite avec un alliage d'un petit peu de verre. Et les lignes que vous voyez, elles sont... donc, c'est une route qui est en verre, mais qui adhère beaucoup, là. Mais les lignes que vous voyez, c'est une lumière, en fait, qui est projetée. Donc, il pourrait passer de 3 voies à 4 voies s'il voulait. C'est sûr que ce n'est pas toujours possible, là, mais il pourrait faire ça. Il peut mettre un chemin pétonnier puis l'enlever quand on est la fin de semaine, par exemple, dans un secteur où il y aurait une école. Tu sais, la ville s'adapte et ça fait qu'on pourrait sauver. Elle pourrait aussi toute seule, cette route-là particulièrement est aussi conçue pour émettre une toute petite chaleur, parce que c'est des cellules photovoltaïques, elle est solaire, la route, une toute petite chaleur qui fait que, ben non, on n'a pas besoin de la déneiger. La neige à fond à mesure, puis ben, elle coule elle ruisselle dans les égouts, et à ce moment-là, on sauve sur le déneigement, les problèmes que ça cause à la circulation, les dépanneuses qu'il faut qu'on aille chercher pour sortir les gens qui sont pris dans le banc de neige, pour sortir les gens qui n'ont pas voulu tasser leur voiture avant qu'on déneige. Voyez-vous, tout ça, c'est toutes des solutions qui sont dans des villes intelligentes, peut-être plus accessibles, un petit peu plus faciles. Et il reste en dernier, moi, l'art de raconter l'histoire, c'est-à-dire s'assurer qu'on peut montrer aux gens que la vie est plus agréable de cette façon-là. J'ai donné l'exemple quand j'ai participé à l'Écosphère la dernière fois, et je vais vous le redonner encore. Si, par exemple, dans les trains de banlieue, au lieu d'avoir des trains qui sont remplis à craquer, des gens qui sont empilés les uns sur les autres avec les poteaux et tout ça, on avait des trains avec beaucoup plus de wagons où tout le monde est assis. Dans les trains, il y avait le Wi-Fi. À ce moment-là, les gens ouvriraient leur tablette, ouvriraient leur téléphone. Et tu as des chances que si ça te prend 1 heure pour aller travailler, 1 heure pour revenir, 2 heures par jour, tu es dans le train. Ça, là, c'est 10 heures par semaine, c'est 10 heures par semaine, c'est 40 heures par mois. 40 heures par mois, c'est 1 semaine. Et on s'entend qu'il y a bien des fois que dans ces moments-là, tu vas ouvrir ton laptop et « Ah oui, j'ai oublié de booker telle réunion, tel dossier, je n'ai pas tout à fait fini. » Au lieu de rester au bureau, passer 5 heures parce que tu n'as pas fini les affaires, tu peux aller finir dans le train. Puis là, tu as une vie. La vie est plus agréable de cette façon-là, en plus du fait que tu te trouves avoir donné par mois presque 1 semaine de travail gratos à ton employeur. Peut-être que lui, en échange, il peut te payer la passe de train qui fait que toi, tu fais ça. Donc, tout ça, c'est peut-être par là que l'avenir va aller et surtout de s'assurer qu'on peut offrir des choses plus agréables que ce qu'on a en ce moment et surtout le communiquer, le côté agréable de faire quelque chose plutôt que de communiquer tout le temps le danger, le mal et la culpabilité. Éric, ça va être à toi.
Ah oui, c'est ça. Excusez-moi, une dernière affaire. Oui. J'ai fait ce graphique-là en dernier pour vous le montrer. Donc, le même message que je vous ai passé au début, là, mais regardez si je le montre comme ça. Voyez-vous, au lieu de vous montrer juste les deux affaires, si on fait rien puis si on fait quelque chose, bien, vous regardez ce qui s'est passé avec la température de la planète. Ça, c'est quand mes parents sont nés. Ça, c'est quand je suis né. On était rendu là. Mon fils est né ici. Là, il termine son secondaire. Là, j'ai des petits-enfants. Et là, il va à la retraite. Donc, lui, là, entre sa naissance et sa retraite, bien, il pourrait avoir eu un 2-3 degrés de différence à cause des changements climatiques. Ça, c'est une façon de communiquer qui est simple et qui parle plus au monde qu'un graphique avec des petites lignes. Éric. Ben, bravo, génial. Écoute, moi, comme je disais à tout le monde cette semaine, j'en profite beaucoup. On apprend à tous les jours, puis écoute, c'est vraiment génial que c'est ta deuxième implication avec nous autres. Donc, il y a tellement d'informations qu'on a appris. Puis, écoute, moi, c'est sûr que moi, je suis un petit peu pessimiste au niveau de limiter l'échauffement climatique à 2 degrés ou 8 à 10 degrés pour nous autres, avec tous les feux de forêt qu'on voit. Cette semaine, Oxfam en France disait que les banques finançaient beaucoup l'exploitation des terres au Brésil, l'huile de palme, etc. Puis ces gens-là ne récoltent même pas le bois, mais c'est vraiment brûlé littéralement, donc créer des feux de forêt. Puis, comme on le sait aussi, le Brésil est à peu près à la même hauteur que l'Afrique. Puis l'Afrique est désertique aussi. Puis avant l'Afrique était luxuriant. Ils ont tous pu couper les arbres pour faire des bateaux, la France, etc., les pays plus riches, les pays nordiques. Donc, toi, entre toi et moi, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? Penses-tu qu'on peut s'en sortir? Je pense que c'est mon exemple tantôt quand je disais c'est le syndrome du fumeur qui se fait dire par son médecin. Tu te regardes, tu vas pas le cancer si tu n'arrêtes pas. Bien, est-ce que l'humain est fait qu'il faut qu'on se rende là ou qu'on commence à faire wow, ta minute là, il faut essayer de changer quelque chose? Je ne sais pas, j'espère que non. Mais comme je disais dans cette petite conférence-là, je crois que la façon la plus efficace, ça va rester d'offrir mieux. C'est ça qui est difficile. Il faut trouver mieux que ce qu'on fait. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Il faut rester optimiste. Puis je pense qu'il y a quand même des beaux gestes qui se passent. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent. Il faut juste peut-être y travailler un petit peu plus. Au niveau des villes aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les villes l'ont réalisé, mais c'est juste nos gouvernements supérieurs parce que juste avant toi, c'était Alain Deneau et André Bellil, Louise Gratton. Puis c'est un peu le consensus qui en est ressorti de cette réunion-là. Et tout à fait, mais je pense que, tu sais, d'une certaine façon, regarde bien, puis ça, c'est une opinion personnelle. La job d'un politicien, sa job, number one, sa job, c'est de se faire élire. Ouais. Mais c'est pas mal, parce que s'il n'est pas élu, il ne travaille pas. C'est sa job. Sa job, c'est ça. Il faut que je me fasse élire. Ça même, ça marche. Mais il sait très bien que ce qu'il fait aujourd'hui ne peut porter fruit que beaucoup plus tard et qu'il ne sera plus là. C'est pour ça que je pense qu'en restant dans les villes, les communautés, puis quand on passe les sondages à savoir est-ce que les Québécois sont intéressés à la lutte au changement climatique, puis ça répond oui à 82 hein, c'est à mon avis d'attendre les gouvernements, c'est vraiment d'attendre trop longtemps, ou bien, l'autre affaire, c'est quand on met un gouvernement au pouvoir parce qu'il nous a dit qu'il allait régler l'économie puis il ne le fait pas, on le met dehors. Quand on met un gouvernement au pouvoir parce qu'il nous dit qu'il allait régler la santé puis il ne le fait pas, on le met dehors. Bien, peut-être que si, quand ça va arriver, on le met dehors parce qu'il n'a pas réglé nos problèmes de changement climatique qu'on voulait, bien, ils vont peut-être, pour justement être élus, mettre ça dans l'agenda et le prendre plus sérieusement. Mm-hmm. Oui, comme Trump, il disait qu'il allait repartir l'économie américaine. On l'a mis dehors. Tu sais, eux, là, comme par exemple, là, ils vont. Biden dit qu'il va retourner dans l'accord de Paris incessamment. Oui, ben oui. Oui, peut-être. Oui, sûrement. Mais l'accord de Paris, c'est quelque chose qui évolue. Tu sais, c'était le COP 21, là, on était à COP 26. On devait cette année remettre sur table nos nouveaux objectifs de réduction d'émissions. Là, ça a été annulé à cause de la pandémie. Les Américains étant un pays qui est, à mon avis, il faut voir les États-Unis comme 50 pays recouverts sur l'Union américaine, comme l'Union européenne. Parce qu'ils n'acceptent absolument jamais que le fédéral vienne s'ingérer dans leurs affaires.
comme ils ne veulent pas la santé universelle, comme ils ne veulent pas que quelqu'un se batte au changement climatique. Parce que ça, c'est comme si le fédéral disait aux États quoi faire, puis eux, c'est anti-USA. C'est un problème. Ben, écoute, malheureusement, à moins qu'il y ait une question du public, mais écoute, c'était très informatif. Puis j'espère que notre collaboration avec toi puis Écosphère va durer encore longtemps parce que vraiment, c'était des bons points, c'était complet, c'était vraiment bien monté. Alors, félicitations, puis lâche pas ton beau travail, continue, puis je pense que la planète, nos enfants, nos petits-enfants n'ont bien besoin de gens comme toi. Donc, un gros merci. T'es bien fait. Merci beaucoup, Eric. Je te souhaite une belle soirée. Merci, toi aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.